Bienvenue dans Le Coin de l'Horreur, le podcast qui vous recommande les meilleurs frissons. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons parler d'une saga culte, d'une œuvre culte des années 1980, de l'épouvante horreur, du pavé gore de Sam Raimi qui terrifia Stephen King. J'ai nommé Evil Dead, ou l'opéra de la terreur pour nos amis québécois. Mélange de style, Evil Dead ô combien intéressant, de genre, possession, horreur, humour noir, dark fantasy, gore, Evil Dead, c'est tout ça à la fois. Répartis sur 5 films et une série, mais je vais plus particulièrement me concentrer sur la trilogie d'origine. Donc, la genèse du projet. D'où vient Evil Dead ? Ça vient de l'imaginaire de Sam Raimi qui, en 1979, avec un groupe d'amis, décide de réaliser un moyen-métrage nommant Within the Woods, servant à financer Evil Dead premier du nom. Il récolte la somme de 350 000 $, ce qui est une somme dérisoire, même pour l'époque, pour un film d'horreur, c'est vraiment pas terrible. Il a cet aspect, du coup, film amateur, Evil Dead 1. Mais là, c'est ce qui fait vraiment sa force, car Sam Raimi a ce génie de nous transmettre l'angoisse, la terreur des personnages, à travers son style de réalisation, en nous montrant les personnages vus de contre-plongée, en basculant, vus du dessus, puis après de dos, nous montrer l'entité en première personne, parce qu'on la voit jamais vraiment, vu que c'est une entité, elle est invisible, c'est une force qui est omniprésente et qui oppresse les personnages jusqu'à ce qu'ils doivent recourir à la violence pour se défendre. Car ce qui est génial dans Evil Dead, c'est que le gore est justifié, c'est pas du gore outrancier où tu vas voir un truc type Saw, où tu vas voir des gens se faire éviscérer juste pour le plaisir et il n'y a plus de scénario quasiment dans les derniers opus. Là, c'est vraiment l'entité qui force des gens avec des caractères lambda, des gens ordinaires à recourir à la violence pour survivre. C'est vraiment, il y a quelque chose de tragique en fait, ils sont obligés de s'entre-découper pour survivre. Le speech est simple d'Evil Dead. C'est un groupe d'amis partis séjourner dans une cabane, en forêt, prendre du pourtant. Malheureusement pour eux, ça ne va pas se passer comme prévu, puisqu'il y a une entité qui se réveille et qui se met à vouloir les étriper, à les malmener, en somme. Et ce qui fait aussi une autre force du film, c'est le talent d'acteur. Tous les acteurs sont extrêmement convaincants. C'est assez dingue. On a vraiment ce sentiment d'être avec eux et de subir cette fable cauchemardesque. Et ça fait l'effet d'un uppercut quand tu vois les personnages lutter pour leur survie. Notamment l'acteur principal qui est Bruce Campbell, qui jouera le personnage de Ash sur les 3 films plus la série, fait un job merveilleux. Mention spéciale à la scène de la cave qui est vraiment suffocante, où il est seul, isolé. Dead, c'est une sorte de huis clos. Les personnages ne peuvent pas s'échapper de la cabane et de la forêt plus particulièrement. Ils sont obligés d'y rester pour la nuit. Cette nuit, on a l'impression qu'elle en finit plus, qu'elle est longue. On est dans l'attente constante de la terreur, comme les personnages, dans l'expectative. C'est ça qui fait la force d'Evil Dead. De son style de réalisation, de son scénario, de son acteur principal, de ses acteurs secondaires, tout est bien retranscrit. Tout est là pour susciter une peur, une horreur quasiment palpable. On pourrait presque la toucher du bout des doigts. C'est ça qui est formidable avec ce film. Plus tard, en 87, sort Evil Dead 2, donc soit 6 ans après la sortie du premier film. Et là, on passe à un cap supérieur. Et on change de registre. Là, on était dans un film de possession surnaturelle dans les années début 80, fort du succès des films, parce qu'on était en pleine période des films de possession. Donc, en début des années 70, pour resituer, on se bouffe L'Exorciste. Et en fin des années 70, on se bouffe Amityville. Voilà, donc le film arrive pile dans cette période-là. Et Evil Dead 2 débarque avec un nouveau concept de faire une comédie horrifique. C'était presque du jamais vu à l'époque. Et donc le budget augmente de 3,6 millions de dollars. En comparaison, le premier, comme je l'ai dit précédemment, était 350 000. Donc, et là, on sent que Sam Raimi a gagné en réalisation, en ampleur. Parce que là, on se fait plaisir. Hein. On voit du stop motion, du practical, beaucoup plus que dans le premier film. Des plans de caméra encore plus loufoques. C'est vraiment un trip. Et Dead 2, Dead by Dawn, c'est un délire. Mais c'est important de dire que le début de l'histoire, c'est une relecture du premier film, car à l'époque, quand ils voulaient réaliser le 2, ils n'avaient pas eu les droits de réutiliser les images de leur propre film, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Donc on aurait écrit le début de l'histoire où il y a seulement Ash et Linda, qui est sa copine dans le premier film, qui vont dans la cabane, et à partir de ce moment-là, on change drastiquement, on garde les codes de Evil Dead 1,
Donc c'est-à-dire l'entité filmée à la première personne, le délire de possession, malmène les survivants du film, mais on le fait différemment, en utilisant l'humour noir en guise de ressort. Et le slapstick. Slapstick, c'est quoi? C'est quand un personnage s'en prend plein la gueule, mais qu'il est toujours là. Il y a une scène qui est complètement barrée, inattendue, où la main de H, donc de notre protagoniste, se fait posséder. Il lui éclate des assiettes sur le coin de la trogne, et qu'il y a une petite voix aiguë qui se fout de sa gueule. Et on en rigole presque, tellement c'est absurde. Cette scène-là, il y a aussi toute la scène en stop motion, avec sa compagne qui se transforme. Et tout ça fonctionne merveilleusement bien. On a l'impression que le film est plus spacieux dans sa réalisation. Ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Et cette comédie horrifique constitue une vraie bombe atomique pour des réalisateurs comme Guillermo del Toro, qui ont eu le souffle coupé. Et à mon avis, leur a donné envie aussi de faire leur vision de l'horreur cinéma. Parce qu'en fait, c'est ça qui était vraiment intéressant avec Evil Dead 1 et notamment Evil Dead 2, c'est que ça a ouvert la porte à du cinéma d'horreur beaucoup moins traditionnel, beaucoup plus libre, de faire des concepts barrés, proposer quelque chose de différent plutôt que de se contenter des standards, des codes de l'époque. Quand je disais qu'il y avait des plans hallucinants, c'est par exemple, il y a une scène où il y a le double maléfique de H qui le chope à travers un miroir. C'est filmé de manière de côté et on s'y attend pas. Je veux dire, la première fois qu'on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Et c'est ce qui pourrait résumer Evil Dead 2 dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est vraiment du très bon quoi, c'est du lourd, c'est impactant dans la réalisation, c'est juste formidable quoi d'avoir un film comme ça qui est si bien narré, écrit, mis en scène, réalisé, c'est ouf. Ensuite, en 92, bien Evil Dead 3, avec un budget encore plus conséquent. Et là, on change encore de registre une nouvelle fois, où on passe d'un film d'humour noir, comédie horrifique, à un film de dark fantasy, une épopée, un film d'aventure, avec un budget de 11,6 millions de dollars. Pour vous resituer, je vous le rappelle, je vous ai dit précédemment, Evil Dead 1 c'est 350 000, Evil Dead 2 c'est 3,6 millions de dollars. Là, on est quand même sur un truc beaucoup plus conséquent, volumineux. Et là, on nous prend le personnage de H et on nous le transpose dans un monde médiéval de dark fantasy. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance qui se crée entre les interactions de quelqu'un qui vient de notre siècle, entre guillemets, d'un homme moderne, et des cultéreux, des paysans, des chevaliers qui parlent avec un langage plus ou moins soutenu, en faisant des phrases travaillées, etc., alors que H agit comme un humain de notre siècle. Et ça, c'est une mise en lumière, car dans le troisième film, c'est l'élu venu les délivrer du démon Kandar des précédents films. Et dans ce troisième film, il faut savoir que ce script de base devait être pour Evil Dead 2. C'est que le problème, c'est qu'à l'époque, Evil Dead 2, ils n'ont pas eu suffisamment de budget déjà et les moyens ne le permettaient pas. Pouvoir s'octroyer une suite pareille. Du coup, ils ont attendu quelques temps et ils l'ont fait. Et c'est un film qui a une VF génialissime, cool, en fait. Je veux dire, la VF, moi j'ai eu grand plaisir et je le recommande à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu de le regarder en VF. En VO, c'est très bon aussi, mais la VF est magistrale dans le troisième film. On a des expressions françaises à mourir de rire, on a des tournures de phrases qui fonctionnent super bien. Toutes les voix collent parfaitement, beaucoup dans le 2, parce que dans le 2, il avait, même quand on le met en VF, il a cette approche quand même, il reste horrifique beaucoup plus que le troisième film. Et ce Evil Dead 3, c'est encore un nouveau pas dans les effets spéciaux, parce que on réutilise le stop motion, on a une grande scène de bataille vers la fin du film entre l'armée des ténèbres, c'est comme ça qu'il se nomme, l'armée des ténèbres sous-titré Evil Dead 3. Et cette armée des ténèbres, symbolisée par des sortes de zombies, squelettes, des morts ressuscités en somme, avec un méchant ultra charismatique. Je veux dire, ça aide grandement l'appréciation du film. Quand on se rend compte que le travail de dingue qu'ils ont fait, malgré que maintenant sur le 3, beaucoup plus que sur le 2 ou le 1, on voit certaines limitations de l'époque, le film fonctionne merveilleusement bien. Et il y a un truc qui est très bien dans Evil Dead 2 et Evil Dead 3 au niveau des décors, là où c'était intelligent, c'est qu'ils ont fait des décors un peu fantasmagoriques. Par exemple, moi, le cimetière dans Evil Dead 3 ou quand le pont dans Evil Dead 2 est coupé,
Ça fait vraiment dessin, peinture, et je trouve ça génial en fait, ce mélange de style, de direction artistique. Et pour en revenir sur l'Armée des Ténèbres, donc Evil Dead 3, c'est là on voit l'évolution la plus complète du personnage de Ash. Il s'assume vraiment en tant que héros de base, où dans le premier film, je le rappelle, ce que je vous ai dit, ce qui était bien, c'est que c'était des humains, des gens normaux qui étaient confronté à quelque chose qui les dépassait. Là, dans le troisième film, il assume son statut de héros, il va jusqu'au bout des choses malgré le doute, alors tout ce doute qui est omniprésent chez le personnage de H, de mode est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que j'en vaut le coup, etc. Ça, on le retrouve dans le 3. Et dans la série, c'est une des thématiques. Et on a une fin, nous, en France, on a eu la fin S-Mart, c'était la fin internationale. Parce qu'à l'époque où Evil Dead 3 était sorti, la fin avait dû être changée. Mais il y a certains pays qui ont eu la fin alternative dans les éditions, dans les cinémas où c'était diffusé et même dans les éditions DVD de leur pays. Ce qui est assez hallucinant. Car il y avait eu un problème avec les producteurs parce que la fin de Evil Dead 3 induisait à faire un Evil Dead 4. Or, à l'époque, les producteurs n'étaient pas du tout sûrs que le film fonctionnerait. Ils avaient fait une rallonge pour que l'équipe de Sam Raimi et Sam Raimi lui-même puisse tourner une fin alternative qui conviendrait beaucoup mieux à l'ambiance générale du film, qui est fortement intéressant parce que la fin internationale est bonne. Je trouve que personnellement, ça constitue un bouquet final, une boucle qui est bouclée, en somme. Après, Evil Dead, la trilogie Evil Dead a eu énormément d'influence sur des œuvres populaires, que ce soit dans le jeu vidéo, avec des œuvres comme Doom, Duke Nukem, où les répliques de Duke Nukem sont énormément reprises de celles de Ash dans Evil Dead. Également des œuvres japonaises, hein, Berserk est en partie inspiré d'Evil Dead, notamment d'Evil Dead 2 et d'Evil Dead 3, notamment dans le look du héros, un héros qui perd sa main, qui a un gantelet métallique, capable de broyer des choses, avec une arme, une grande arme, hache, sa tronçonneuse, ça vole d'Evil Dead hein, partout. Vous voyez Evil Dead, il y a toujours une tronçonneuse qui se balade. Bah, Guts, lui, par exemple, c'est une grosse épée aussi, c'est des objets assez lourds. Même au niveau du visage, il y a certains attraits, on peut voir quand Guts a les cheveux blancs dans je sais plus quel tome de Berserk, c'est une référence directe à Evil Dead 2, le personnage de H. Et il y a beaucoup de planches découpées qui sont recalquées sur les plans de Evil Dead 2, voire 3. Donc c'est assez intéressant de voir l'influence majeure qu'a eu cette saga au sein du cinéma d'horreur déjà. Dans un premier temps, on voit des films référençant Evil Dead, ça fait toujours plaisir. Après, sur des œuvres aussi japonaises, comme je l'ai démontré. Et c'est ça qui est fort, c'est que j'ai l'impression que Evil Dead, pour moi, c'est que c'est une œuvre qui est complètement intemporelle. Car il y a quelque chose qui fonctionne, il y a cette réalisation qui fait pas ringard, qui fait pas vieux, qui contribue à l'appréciation d'une trilogie en fait. Et une trilogie qui a permis, par exemple, comme je l'ai dit, à des réalisateurs comme Guillermo del Toro de faire des films de dingue, de s'offrir des moyens, notamment même d'en faire des films dark de super-héros presque basculant dans l'horreur. Hein. Blade 1 et 2, Hellboy 1 et 2, voilà. Ça puise dans l'essence même d'Evil Dead de ce qui est Evil Dead et du mélange de genres. C'est vraiment la licence qui a popularisé le fait de mélanger les genres dans l'horreur et pas juste simplement faire de l'horreur pour faire de l'horreur bête et méchante. Il y avait un vrai intérêt, il y avait une vraie volonté artistique de faire quelque chose d'abouti. C'est ça qui est formidable et que je recommande à celles et ceux qui n'ont pas vu cette trilogie de s'y mettre, au moins de visionner un des trois films, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ça permet d'avoir une vision critique sur les films d'horreur actuels qui sortent. Parce que les films d'horreur actuels, finalement, sont perdus en chemin. Il n'y a plus rien, c'est des œuvres qui sont faites pour plaire au plus grand nombre. Il y a plus une volonté de faire quelque chose de différent à chaque fois, de vouloir innover, en fait. Parce que il y a trop de pognon en jeu et il y a un problème générationnel en termes de réalisateurs pour moi. Donc, moralité, visionnez Evil Dead, cette trilogie est juste d'enfer et elle vous procurera de nombreuses sensations horrifiques tout en vous apportant un point de vue plus critique sur votre vision du cinéma d'horreur.
Bien à vous, c'était le coin de l'horreur.